soir, on vous emmène au pays de l'absurde. Et malheureusement, c'est chez nous. On a enquêté sur cette simplification promise par l'État, mais qu'on a du mal à voir. Sur ces normes qui rendent fous les chefs d'entreprise. Sur ces documents administratifs qu'on met des heures à remplir. Et d'abord, symbole de cet absurdistan, ces ponts qui ne mènent nulle part. Inutiles, inachevés, ils sont laissés à l'abandon et défigurent le paysage à cause de projets qui sont mal pensés, de financements coupés ou plus simplement de guerres entre élus et riverains, avec à la fin des millions d'euros d'argent public envolés. Illustration en Dordogne et dans les Ardennes, Barbara Six, Anne Domy, Thierry Gardet et Clément Jean-Pierre. Au fil de la Dordogne, à l'ombre d'un château du XIIe siècle, Lionel Michaud embarque les touristes vers une curiosité. Au milieu de la rivière, des piliers en béton et un échafaudage en métal rouillé. Ce n'est pas du Napoléon III, mais dans la région, on lui a donné un nom. Et ce pont-là, les gens l'appellent le pont de la discorde. Un pont inachevé, à l'abandon depuis 7 ans. Eh bien ça, c'est un projet de déviation dont le but était d'éviter la circulation au niveau de Béinac, où il peut arriver, surtout l'été, que les camions ont des difficultés à se croiser. C'est moche, ça profite absolument à personne. Il faudrait que les gens, d'un côté ou de l'autre dans la région, trouvent un accord pour pouvoir arrêter d'avoir ça en face de nous, qui défigure complètement la région et tout ce qu'il y a au-dessous. À l'origine, le projet de contournement de Béinac, ce village médiéval, est visité chaque année par 500 000 touristes. À flanc de falaise, difficile parfois de circuler. Le département de la Dordogne imagine alors 2 ponts et une nouvelle route de l'autre côté de la rivière. La préfecture donne son feu vert, les travaux commencent. Mais 1 an plus tard, la justice stoppe le chantier, le jugeant sans intérêt public majeur. Bilan 22 millions d'euros dépensés. Le département présente alors un nouveau projet encore plus cher. On nous a autorisés à faire ce chantier, on l'a commencé. On nous a arrêtés pour des raisons qui sont discutables, à mon avis. Et aujourd'hui, eh bien, les gens demandent à ce qu'on le finisse. Ne pas gaspiller l'argent public, c'est terminer un chantier que l'on nous a autorisés à faire. Voilà. Budget total, 63 millions d'euros. Inacceptable pour les opposants comme Philippe Daubonne. Ce retraité habite en face de Béinac et de son pont fantôme. C'est une zone exceptionnelle. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 châteaux de très grande histoire. Châteaux médiévaux extrêmement visités tout le temps de l'année. Et on veut nous imposer un système pour une circulation qui n'existe pas. Et après, on s'étonnera que les touristes ne viennent plus en Dordogne. Voilà. À ce jour, il continue de se battre devant les tribunaux. De l'autre côté de la France, dans les Ardennes, un autre pont au milieu de nulle part, raccordé à rien. C'est là-bas. Cédric Sauvage y grimpe pour la première fois. L'ouvrage mène tout droit dans ses champs. Le tracé partait en biais et coupait en deux nos terres, en privant en plus la partie gauche de l'accès pour les véhicules agricoles. Cet ingénieur automobile s'est battu pendant 5 ans pour éviter d'être exproprié. Au départ, le département voulait relier la nationale 43 à l'autoroute des Ardennes. Le but, éviter aux véhicules de prendre un raccourci en traversant le village de Warcq. Autorisé par la préfecture, le pont sort de terre avant d'être enterré par la justice 4 ans plus tard. Motif, son intérêt n'est pas établi au regard du préjudice financier et environnemental. On est sur un projet inepte et qu'on a plus que combattre. Parce que c'est pas tellement les quelques mètres carrés, les quelques hectares qui disparaissent le problème. Le problème, c'est l'esprit. Le problème, c'est que ça sert à rien. C'était pas utile. Résultat, 3 millions d'euros dépensés pour rien. Il a fallu aussi revoir complètement le sens de circulation dans le village de Warcq. Coût, 800 000 euros de plus pour fluidifier le trafic et éviter les accidents. Il a fallu remettre des routes en sens unique parce que sécurisé, on n'avait presque pas de trottoir avant. Donc là, il a fallu tout remodeler pour pouvoir absorber ce flux de véhicules. C'est pas du gâchis, mais bon, c'est un truc qu'on n'aurait jamais voulu avoir. Dans les 2 cas, des ponts inutiles ou inachevés qui continuent à peser dans le paysage et dans les dépenses publiques. Autre
illustration de cet absurdistan, ces 5 lettres, le CERFA. Savez-vous ce qui se cache derrière ce sigle froid? Eh bien, des milliers de formulaires à remplir que nous demande l'administration et qui pourrissent la vie des chefs d'entreprise, notamment forcés de répondre à des centaines de questions souvent complexes et parfois complètement incompréhensibles. Les CERFA sont un cauchemar pour beaucoup d'entre vous. Sigrid de Misoire, Julien Pelletier. Thomas Murgia dirige un magasin de vélos à Reims. Ce chef d'entreprise souhaite changer le logo de sa façade. Une démarche en apparence facile, c'était sans compter sur ce formulaire CERFA de 9 pages à remplir. Je pense que ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Très vite, il se rend compte que son stylo ne suffit pas et part récupérer son échelle. Il mesure la taille de son enseigne, calcule la surface de l'espace, prend des dimensions au sol, puis remonte pour la 4e fois sur son échelle. J'étais pas loin, 140. 20 minutes pour répondre à seulement 2 des 190 questions du document. Certaines ressemblent à des énigmes pour lui. L'activité est-elle située dans une zone couverte par un RLP? Alors moi je ne sais pas ce que c'est un RLP. C'est imbuvable, c'est presque une insulte en fait faite aux chefs d'entreprise parce qu'on n'a pas que ça à faire. Remplir un formulaire CERFA peut vite tourner au casse-tête. Il en existe 1800, chacun son numéro et sa couleur. Le plus connu, c'est la feuille de soins. Il faut aussi en remplir pour demander le RSA ou encore pour la détention d'animaux non domestiques. Dans son choc de simplification des démarches administratives, en avril 2024, Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, promettait la suppression de tous les CERFA d'ici à 2030. Fini. Abandonné. 200 ont été abandonnés cette année, mais il en reste encore plein d'autres. D'ailleurs, quand nous retrouvons notre chef d'entreprise, des CERFA l'attendent sur son bureau. Il va y passer son après-midi. En ce moment, j'en ai 3 en cours. Alors j'ai évidemment le CERFA pour changer l'enseigne de mon commerce. J'ai le CERFA du contrat d'apprentissage de mon alternant que je suis en train d'embaucher. Et puis j'ai une petite déclaration d'accident de travail où je suis toujours en cours puisque le premier CERFA qui avait été envoyé n'allait pas. Ce document, il a dû l'envoyer déjà 2 fois à l'assurance maladie pour une signature au mauvais endroit. Ça va toujours pas et on me dit sans réponse de votre part, nous serons dans l'obligation de prendre une décision avec les éléments en notre possession. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Une décision de quoi? Est-ce qu'on va me taper sur les doigts? Des erreurs, chacun en fait, à tel point qu'il existe des guichets pour aider les chefs d'entreprise à remplir leurs formulaires. Vécu comme un cauchemar par les patrons, mais indispensable pour l'administration. C'est quelque chose qui est quand même nécessaire afin de garantir effectivement, réglementairement, le bon enregistrement, le fait qu'on ait toutes les pièces, qu'on ne loupe pas des démarches. Les CERFA ont été créés en 1966 pour permettre justement de mieux communiquer avec l'administration. 5 lettres pour centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs. Déjà à l'époque, on s'interrogeait sur la lourdeur de ces documents. On essaiera de faire en sorte que l'on ne demande pas 2 ou 3 fois la même chose ou sous des formes différentes. Et c'est raté, car ces documents n'ont cessé de se complexifier et la numérisation n'a rien changé. Dans les sous-sols des mairies, les CERFA s'accumulent, comme ici à Reims, où Joël D'Angléan travaille depuis plus de 20 ans. C'est vrai qu'il y a un stockage qui est déjà presque complet. Et c'est vrai que ça devient complexe. Dans cette pièce, 7 étages et 4 rangées bien remplies de dossiers. Certains datent de 1999. Des CERFA pour des changements de nom, de prénom, d'autres pour des PAX. Ce fonctionnaire ne comprend plus l'intérêt de l'archivage systématique. Historiquement, c'est vrai que le PAX n'était pas mis sur votre acte d'état civil. Donc la conservation et l'archive des documents pouvaient encore avoir un sens. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a jamais eu besoin d'aller rechercher un PAX pour vérifier une pièce ou une autre. La plupart des documents ne seront probablement jamais réclamés, mais en tout cas, ils demeurent bien gardés. Et les gouvernements se succèdent et à chaque fois leurs promesses sont les mêmes. La bureaucratie, ça suffit, on va réduire les normes qui vous gâchent la vie, c'est promis. Mais dans les faits, eh bien, la France reste la championne des règlements en tout genre. Les commerçants comme les élus de terrain doivent composer, vous allez le voir, avec des situations parfois totalement ubuesques. Reportage Caroline Motte, Mathieu Drejoux. L'avez-vous déjà remarqué ?
Ce tableau bleu et blanc affiché sur les murs des poissonneries. Dicentrarchus labrax. Dur à dire, c'est dur à dire. Sarda sarda pour la bonite ou Buccinum undatum pour les bulots. Les clients se demandent bien à quoi ça sert. C'est les noms, les vrais noms des poissons en fait. Les noms scientifiques. C'est ça quelque chose pour vous ou pas? Non. On achète une sardine, on sait ce que c'est qu'une sardine, on n'a pas besoin de savoir le nom scientifique. Ça m'avance à quelque chose, oui et non, mais bon, le principal c'est que le poisson soit bon. Les commerçants doivent l'afficher pour la traçabilité des poissons. C'est une norme européenne depuis 2014. S'ils ne le font pas, ils sont verbalisés. Les amendes sont costauds, ça peut aller de 1 500 € par étiquette qui n'est pas conforme. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi afficher les zones de pêche et de sous-pêche en se référant à cette carte. Un vrai casse-tête. Comme vous pouvez le voir, la sous-zone de pêche elle est coupée en deux. Ça veut dire que le bateau il peut être aussi en zone 27-7H ou en zone 27-8A. Donc c'est vraiment très très contraignant. Ces réglementations entravent aussi la vie des maires au quotidien. À Girancourt, près d'Épinal, Yannick Villemain a fait construire ce parking. 2 ans et demi d'études et de travaux. C'est si long parce qu'il y a au départ les études. Il y a les études obligatoires, l'étude de sol. On a mis des pavés drainants qui sont dans les nouvelles normes, dans l'air du temps, qu'il faut faire, qu'il faut réaliser pour avoir quelque chose qui respecte l'environnement, la biodiversité. À seulement quelques mètres de là, sur ce terrain, l'élu veut construire une halle. Mais il doit refaire des études de sol. De quoi s'arracher les cheveux. On sait qu'on a de l'argile à 2 mètres. Mais même à 3 mètres, même à 10 mètres, il faut quand même qu'on refasse une étude de sol, qu'on vienne faire, qui nous coûte de l'argent. 6 200 € dépensés et une perte de temps. Mais il reconnaît qu'il y a des normes bien utiles. Sur cette aire de jeu, par exemple, un sol anti-chute. Voilà, donc c'est du caoutchouc qui est encastré. Et des jeux sécurisés pour les enfants. Celui-ci, il faut faire attention parce qu'il y a le coincement de doigts. Donc moi, je ne suis pas capable de définir de combien de millimètres il faut. Donc c'est vrai que c'est une norme, comme on l'adapte, comme on le fait. Les élus doivent composer avec plus de 400 000 normes. Une lourdeur qui se voit dans les placards, plein à craquer. Moi, en 20 ans, un peu plus aujourd'hui, 24 ans que je suis élu, les normes ont multiplié. Il y a celles existantes, celles qu'on a aménagées, mais aménagées ou avec encore plus de contraintes. C'est vrai qu'il y a des fois, on dit, mais tout ça pour ça. Pourtant, les discours politiques dénoncent régulièrement cette folie législative. Notre ambition doit être de simplifier. Sachons mettre un terme à la prolifération législative. Je veux alléger le fardeau des règles et des normes. À ce petit jeu, c'est vrai que la technocratie française est sans doute championne du monde. Mais qui s'est vraiment attaqué à ce chantier? Jean-Pierre Jouyet, ancien haut fonctionnaire au cœur des arcanes du pouvoir, l'admet. Il y a un manque de volonté politique. Les responsables politiques ne se sont pas suffisamment attachés à réduire ce mur de normes, soit parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour le faire, soit parce qu'ils ne se considéraient pas comme responsables de l'application sur le terrain. Et selon lui, la valse actuelle des gouvernements successifs ne fait qu'aggraver le problème. Mais l'Absurdistan ne concerne pas que la France. Il y a un pays où sévit une étrange épidémie de morts-vivants. C'est en Inde que je vous emmène maintenant, où des milliers de personnes sont déclarées mortes par l'administration alors qu'elles sont bien vivantes. Victimes de fraude, d'erreurs administratives, ces morts-vivants se battent pour prouver qu'ils existent. Reportage déchirant en Inde d'Alexandre Porte et Hippolyte Ryudukosker. Justice, je réclame justice, je suis vivant. Depuis 22 ans, Santosh Singh est un mort-vivant, officiellement décédé aux yeux de l'administration indienne. Chaque matin, dans son costume de squelette, il crie son désespoir devant le siège de la police. Justice, je réclame justice. Cela fait 2 décennies qu'il tente de prouver qu'il est en vie, mais se heurte encore et toujours à l'administration. Quand je leur dis « Vous voyez bien que je respire », comment un mort pourrait respirer? Ils me répondent « Respirer ne suffit pas pour prouver que vous êtes vivant. Pour l'administration, il faut bien d'autres preuves. » Sans existence légale, je suis vivant, je suis vivant. Santosh Singh
vit désormais à la rue et passe ses journées sur le bord du Gange. En 2023, alors qu'il a quitté son village natal pour devenir chef cuisinier, il reçoit un appel. Au bout du fil, un ami lui demande s'il est en vie. J'ai découvert que mes cousins avaient déclaré que j'étais mort pour hériter de mes terres. Ils étaient même en train de célébrer mes funérailles. On peut voler la terre de quelqu'un simplement en le déclarant mort. Voilà jusqu'où va la corruption. Il a suffi à ses cousins de soudoyer l'officier d'état civil pour obtenir un acte de décès. Comme Santosh Singh, ils sont des dizaines, voire des centaines de milliers en Inde. Suite à une erreur administrative, un homme vivant a été déclaré mort et a même reçu son certificat de décès. Lal Bihari est le plus célèbre d'entre eux. Ça, c'est tous mes documents. En 1976, son oncle obtient un acte de décès contre seulement 4 €. Il perd officiellement la vie et ses terres. Après 18 ans de bataille judiciaire qui lui coûteront toutes ses économies, un nouveau juge est nommé et accepte finalement de le déclarer vivant. Ces magistrats auraient pu rendre leur décision en 10 jours, 1 mois tout au plus, et je serais redevenu vivant. Je n'aurais pas eu à me battre aussi longtemps. Au lieu de ça, j'ai dépensé une fortune, je suis couvert de dettes. J'en ai presque été réduit à mendier. Si les morts-vivants sont peu nombreux à revenir à la vie, c'est parce que les procédures sont extrêmement longues. Cet avocat dénonce même un système judiciaire volontairement complexe. Notre système a été mis en place par les Britanniques. Il a été fait pour piéger les Indiens, pour qu'ils restent coincés dans la machine judiciaire. Mais ça fait 77 ans que nous sommes indépendants. Il serait temps d'en changer. En Inde, il faut bien souvent attendre entre 10 et 20 ans avant d'avoir une décision dans ces affaires. Des procédures très coûteuses, c'est pourquoi beaucoup de morts-vivants finissent par y renoncer.